Et franchement, je veux dire, ce qui me plaît dans ces catégories-là, c'est que quand t'es sérieux, on va dire toute l'année, t'as pas besoin de faire de coaching. Et ça, c'est une bonne chose, ça. T'as vu, quand t'es sur la fatigue, tu peux te lever et aller faire des... Me lance pas, s'il te plaît. et aller prendre ton petit déjeuner, là. sans souci. Tu veux me lancer? Non, j'ai rien dit. Me lance pas. Parce que parce que c'est incroyable là ce qu'il vient de dire. Il y en a qui cut en poids lourd. Moi, je suis débutant. Il y a un gars qui a failli rater la pesée en plus il y a quelques temps. Ouais, ça arrivait un peu sur J'ai oublié son nom. Ouais. Est-ce que... Tu pèses combien, Boulox? Non. Il a dit non. Truc qui a rien à voir pour toi, c'est qui le visage du MMA français? Visage du MMA français, écoute, catégorie reine, la personne qui a été au plus haut niveau actuellement, c'est Cyril Gane. Qu'on le veuille ou non, insultez-moi dans les commentaires. Actuellement, c'est Cyril Gane. C'est Cyril Gane, il a pris la ceinture intérimaire. Qui a fait mieux actuellement? Donc en fait, moi je parle en termes de logique sportive. Là, on s'en fout de la hype, de l'attraction médiatique. En termes de performance sportive, qui a ramené l'UFC par 2 fois en France? À Bercy, en main event, c'est Cyril. Donc en fait, pour moi, il n'y a même pas de question à se poser. Peut-être que Doumbé, ok, il a de l'attraction médiatique, il a une grosse hype, mais c'est autre chose. Doumbé, c'est plus pour le côté grande gueule qu'on va regarder, pour le trash talk et tout, mais Cyril, c'est vraiment pour l'aspect sportif, tu vois. Et donc je pense que c'est ce qui compte. Donc pour moi, actuellement, c'est Cyril. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine, début de week-end. Ça dépend de quand est-ce que vous écoutez ou regardez ce podcast. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Mais d'abord, on va présenter le consultant favori. Nassim, comment tu vas? Ça va, nickel. C'est vrai qu'on a un invité spécial, on a un invité de marque, un monument, j'ai envie de dire, tu vois, dans le MMA français. Ouais, un pilier, quelqu'un, voilà. Monsieur Boulox, pour les intimes. Heureusement que je peux pas rougir. Hein. Mais bon, il y a comme un air de déjà vu ici. Comme un air de déjà Boulox, Aboubacar Bati, comment tu vas? Bah ça va les gars, super, et vous? Ça va, ça va. Parmi vous, et merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Un plaisir de te recevoir, hein, ça fait un moment déjà. Félicitations déjà pour tout ce que tu fais, hein, la carrière, les podcasts, le succès. C'est vrai que c'est un consultant formidable aussi. Et, la médiatisation de AB Show, voilà, quoi, il y a pas mal de choses. Bientôt, futur champion d'Arès, on le souhaite. Inch'Allah. Écoute, on œuvre pour le MMA français. Hein. C'est ça. On fait en sorte de le faire correctement. C'est comment, Boulox? Je te présente, tu te présentes, c'est comment? On va repartir vraiment du début, parce que il y a des gens qui ne le connaissent pas, tu vois, dans notre communauté. Comment t'en arrives à pratiquer les sports de combat? Comment est-ce que tu t'es plongé dedans? Pourquoi le MMA? Est-ce que tu as pratiqué avant? Raconte-nous un peu qui est Boulox, pourquoi ça a démarré? Ça a démarré au judo, je crois, vers l'âge de 7-8 ans. Et je vais le faire un petit peu en bref. Judo, j'arrête le judo, je reprends quelques années plus tard. Après de là, je m'essaie au rugby, je me blesse. Et après, je retourne. À ce moment-là, je commence à aller vers la lutte, le grappling. Et après, naturellement, je glisse vers le MMA. Mais pour moi, les sports de combat, ça a toujours été naturel. Les confrontations et tout, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Donc... c'était la finalité de tout ce que j'ai engrangé, on va dire, avant le MMA, genre judo, grappling et un peu de lutte et tout. Ah, et t'as fait du rugby aussi après ça? J'ai fait du rugby, ouais, c'était à l'US Métro à Antony. Mais c'est un club qui n'existe plus actuellement, je crois. Ok, du coup, t'étais habitué à l'impact un peu. Ça t'effrayait pas les choses comme ça? Ouais, non, pour moi, ça a toujours été naturel. Comme j'ai dit, la confrontation, j'ai fait beaucoup de corps à corps à l'époque, mais hors tatami. Donc, c'est-à-dire? Avec mes amis, j'en faisais beaucoup. Ah, tu faisais des petites têtes pour savoir qui était meilleur. Au collège et tout. Et franchement, ça a toujours été naturel pour moi, la lutte, la confrontation, je vais pas dire la bagarre, mais savoir qui est le plus fort. Donc c'est comme ça que j'ai fini dans le MMA. Et voilà, en fait, c'était quelque chose d'un petit peu de naturel, on va dire. Tu fais ton premier combat professionnel à quel âge? Je le fais à 19 ans, il y a presque 10 ans maintenant. C'est fou. C'était au Contenders 33, un truc comme ça. Et genre, en gros, 2 semaines avant de faire le premier combat pro, parce qu'en réalité, si maintenant on regarde avec le recul, c'était du semi-pro, c'était 2 fois 5 minutes, même s'il n'y avait pas les protections et tout, mais c'était directement compté dans Sherdog à l'époque. Et 2 semaines avant, en fait, je faisais le grappling fight avec protection. Et il y avait Hatch qui était ce jour-là en fait, sur place parce qu'il manquait un seul poids lourd pour compléter le tournoi des Contenders. Donc c'est à ce moment-là que je me suis lancé, vu qu'en fait, j'avais fait un beau combat contre un poids lourd. Enfin, c'était un tournoi de base, mais bon, les poids lourds, on n'est jamais nombreux. Ouais. On était 2.
Donc, je gagne le combat et 2 semaines après. En fait, je savais qu'il manquait un poids lourd au Contenders parce qu'à l'époque, ils mettaient les listes sur Facebook, sur la page du 100% Fight. Donc, je m'étais dit quoi dans ma tête? Bon, je fais mon test là en pancrace. On voit si ça passe, comment je me sens, si je suis à l'aise et tout. Et si ça passe, bah vas-y, let's go, on se lance au Contenders. Du coup, t'as fait combien de combats, de confrontations amateurs avant ça? Parce qu'aujourd'hui, on voit que les gens, ils en font beaucoup plus que... Ouais, c'est ça. De combats en pancrace, j'en ai fait qu'une seule. Je m'étais juste. D'accord. Bon, je vais pas compter les compétitions de judo quand j'étais petit, mais en grappling, j'avais fait tout ce qui se faisait de mieux en France. J'avais fait, je crois, une fois le Naga, je sais plus c'était dans quel pays. Et non, sinon, en pancrace, j'avais fait qu'une seule compétition amateur. Ouais, on voit que c'est une différence de dynamique Oui. face à l'époque dans laquelle on est. C'est ça, c'est On ça. en parlait un peu en off et tout. Et tu le disais même dans le AB Show, tu comprends pas ceux qui prennent énormément de temps, qui font plus de 20 combats en amateur. Ouais, c'est ça. C'est vrai que toi comme moi, je pense qu'on a fait très peu d'amateurs, on est passé pro parce que finalement déjà il n'y avait pas cette hype autour de ce sport. Et même la finalité qu'on recherchait quand on voulait faire des sports de combat, c'était de combattre sans les protections, combattre chez les grands, C'est avec ça. les grands. Et en fait, il faut trouver le juste milieu. Si je devais, par exemple, rebrousser chemin, j'aurais fait quelques combats amateurs. Pour être très honnête, j'aurais, je pense, fait les IMAF et tout. Maintenant, il faut pas trop perdurer là-dedans, surtout quand on atteint 20-30 combats. On est sûr de tomber contre des gars qui ont peut-être 0-5 combats. Et là, je trouve que ça n'a pas d'intérêt à ce moment-là. Où c'est redondant, tu as forcément des mêmes adversaires que tu C'est as déjà ça. affrontés. Il faut laisser de la place même aux plus jeunes qui s'essayent qui débutent. Comme moi, il y a quelques semaines, là, voire quelques mois en arrière, j'accompagnais un élève à moi, un élève à moi au MMA League. Bon, ça va, c'est un poids lourd. Donc, il était ouais, quasiment débutant, on va dire, sur papier. Mais tu sais, dans le jour de la compétition, je voyais des gars genre, avec une quinzaine de combats affronter des gars qui avaient 0-0. Ah Et t'as ouais. vu, moi, je t'avoue que ça m'aurait pas plu d'amener un élève à moi, je sais pas moi, qui dans la catégorie des lightweight, bah, combattre contre un gars qui a déjà fait les championnats de France ou les championnats d'Europe. Je trouve que c'est vraiment pas équitable. Et en fait, ça fait pas avancer le sport, ce genre de choses-là. Donc, c'est bien d'avoir le juste milieu. Ouais, mais c'est vrai, c'est bien qu'il n'y ait pas de législation là-dessus. Bah, ça arrive. Justement, j'avais échangé avec Johnny Frachet et quelques gars de la Fédé. Normalement, saison prochaine, il y aura les MMA League pour les gars qui débutent entre 0 et 5 combats, 5 et 10 combats. Ah ouais, quand même. Donc, Enfin. ça, c'est une bonne chose. D'accord, d'accord. Là, j'entre un peu plus dans la dynamique un peu spirituelle. Pourquoi tu combats? Parce que c'est bien, là, au début, tu faisais du rugby, et tout, Ouais. etc. Mais qu'est-ce qui t'a poussé au combat? Parce que c'est quand même un sport brutal, violent. Est-ce que tu te dis, j'ai des prédispositions athlétiques, je sens que je suis fait pour ça, mes ancêtres étaient des guerriers? Ça vient d'où? Ça vient d'où cette envie de combattre? C'est une bonne question, mais c'est pas que j'ai pas vraiment la réponse, mais comme j'ai dit, la confrontation, pour moi, ça a toujours été quelque chose de naturel. Tu sais, savoir qui est le plus fort. T'apprécies ça, même. Il y a aussi un combat, un truc perso, un peu. Non? Franchement, je fais ça parce que j'aime bien. Mais ouais, c'est... Quelle origine? T'as quelle origine? Je suis malien. Vous aimez trop la bagarre. Non, mais tu sais qu'en T'as plus... pas ce truc, genre, en toi, de te dire... Non, écoute, dans la vie de tous les jours... je De suis pas savoir quitter profondément. Non, on le écoute, dit. dans la vie de tous les jours, je suis pas un bagarreur. Ouais. Très honnêtement, je suis pas un bagarreur. Maintenant, le sport, ça m'a apporté beaucoup de sérénité, de calme et une maîtrise de soi. Ça, ces valeurs-là, on les a prises vraiment depuis tout petit au judo. Ça m'a même apporté une confiance en moi. Donc, tu sais, forcément, tu prends de l'âge, on va dire l'adversité devient de plus en plus dure. Et comme je dis, ça a toujours été, on va dire, naturel en tout cas, de savoir qui est le plus fort. Tu sais, d'aller se confronter à d'autres personnes. Tu sais, même à l'époque, quand on était au collège et qu'on sortait, par exemple, tu sais, on croisait d'autres classes, tu sais, parfois il y avait une petite tension, mais tu sais même pas pourquoi. Moi, je me souviens, on avait un peu, genre à l'époque, un petit classement. Ouais, lui, c'est le meilleur de telle classe. Lui, c'est en bagarre et tout, tu vois ou pas? T'en as qui aimaient bien sprinter. Moi, je faisais partie de ceux qui aimaient bien les chiffonner, faire des corps à corps et tout, tu vois, mais c'était comme ça. T'en as qui étaient forts au foot, d'autres qui étaient forts au jongle, d'autres comme je dis, qui aimaient bien montrer qu'ils couraient vite. Et moi, c'était plutôt le genre de gars qui aimait bien faire la bagarre, quoi. Et du coup, là, ça t'a ramené dans un cadre un peu plus professionnalisant. Où est-ce que tu as commencé, dans quel team, et où est-ce que tu es dans quel team tu es actuellement? J'ai commencé au Kumite Team. Enfin, lorsque je cherchais, en fait, de base, je cherchais un club de lutte. Donc, je croise un ami à moi qui me dit, ouais, il y a un club de grappling au Kremlin 17. Et moi, de base, je suis de la Haile Rose. Et à cette époque-là, je connaissais pas de grappling. Moi, c'était judo et lutte, tu vois. Ouais. Donc, j'y vais et tout. Je suis très bien reçu. Et je dis, ouais, je veux m'inscrire et tout. Le coach, il me dit, écoute, viens tester et tu vois ce que ça donne.
Donc, aussitôt, je commençais tout, ça me plaît. Et à ce moment-là, je pensais même pas faire du MMA. Moi, c'était vraiment sport de préhension. Lutte, judo. J'ai connu le grappling, donc j'ai vu que le grappling, c'était la continuité en fait, du judo et de la lutte au sol. Donc, tout de suite après, je commence à faire mes premières compétitions de grappling à Cognam à l'époque. Et après, de fil en aiguille, tu as vu qu'en fait, on s'entraînait avec les gars qui faisaient du MMA à l'époque. De fil en aiguille, j'ai commencé à mettre les gants, mais au début, c'était vraiment que grappling, que grappling. Hein. Ouais. Ouais, Et la c'était percussion, vraiment c'est que venu ça. vraiment après. La percussion, c'est venu après. Tu sais, Comment- quand tu commences à aider les gars qui préparent leur compétition, Ouais. forcément, bah, tu mets les gants et ça, c'est. Et c'était. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait tout le tour des compétitions françaises, Ouais. nationales de grappling, tu vois. Donc, j'ai voulu aller un petit peu. Je voulais me faire avoir d'autres défis, on va dire, tu sais. Ouais, je Donc, capte, je capte, je c'est capte. ce qui a fait qu'en fait, j'ai basculé en MMA, en fait. Mais c'est assez particulier parce que vous, on va dire que vous boxez avec la même taille de gants que tout le monde, mais pourtant vous êtes assez lourd. Tu vois, Ouais. et les impacts sont assez conséquents. Comment est-ce que tu l'as appréhendé ce passage à la percussion? Est-ce qu'au début, c'était un peu à l'aise avec directement ou c'était un peu compliqué? Non, déjà à l'époque, quand tu sais, il y avait comment on appelle ça là, le service de jeunesse du quartier là. Ouais, Tu sais, exactement, déjà, bien il y sûr. avait Ouais, des maisons de quartier, tout ça. il y avait des initiations en boxe et moi, Ok. j'avais vraiment du mal à mettre la garde et rester face à un ami à moi. Comme je t'ai dit, moi, c'était vraiment que les sports de préhension. Donc, les sports de percussion, c'était pas du tout mon truc. Et après, bah, forcément, à force de persévérer, de travailler et de faire des sparring, bah, tu sais, tu prends l'habitude et tu te familiarises avec. Ouais, Donc, si, c'est si. comme ça que j'ai commencé à prendre goût à la percussion et surtout à la boxe anglaise. Ouais, finalement, donc en ça- plus, tu boxes bien, toi. Ouais, je me débrouille En bien en anglais. boxe. Ouais. Parce que, ouais, c'est vrai que je t'ai déjà mis 2-3 roustes, mais. Ouais, mais c'est vrai que les jabs, je te les vissais bien Ah, à la tête. voilà, c'est ça. Donc, je comprends pourquoi tu me complimentes. Non, non, en vrai, vraiment, sincèrement, chez les poids lourds, on le dit souvent, des fois, on privilégie la puissance, on le dit. On aime voir les poids lourds parce qu'ils sont puissants. Mhm. Généralement, ça ne dure pas très longtemps. Et toi, justement, tu fais partie des poids lourds en France où techniquement, au sol, enfin, on a juste à se référer à à ton dernier fight, là, en décembre, où tu peux apporter de la technique un peu dans tous les domaines du MMA, que ce soit sur le plan de l'anglaise, du striking, que ce soit sur la lutte ou le sol. Ce que tu fais là dernièrement dans ton dernier fight à Arès, c'est incroyable. Tu fais une presta de fou. Moi, j'étais content pour toi. Et du coup, c'est ça qui est bien aussi. C'est que tu as un profil qui est atypique puisque tu es un poids lourd qui est assez complet techniquement. Après, moi, pour avoir parlé avec toi et te connaître depuis très longtemps, à un moment donné, je me demandais est-ce que tu allais descendre en light heavyweight, tout ça, tu vois. Mais c'est toujours pas. Pas d'actualité. Hein. Ouais, pas dans le programme. non, c'est dans un coin de ma tête, mais je vous jure, tu sais, là, actuellement, je suis en régime et je galère. T'es pas obligé de jurer, on t'a pas mis la pression, il y a pas de. T'es pas obligé de- Non, On mais savait moi, ce on qu'il te m'a croit dit. déjà, tu vois ou On te pas, croit c'est déjà. pour dire Tout à aux l'heure, gens ce que- qu'il m'a dit, ouais, je dois perdre un peu de poids. J'ai dit, Non, Comment mais ça, tu dois perdre un peu c'est de pour dire poids aux gens que forcément avec un. En plus, je regardais le reportage de Nassourdine et Jared Ouais. Cannonier ce matin là, et c'est vrai que lui, je pense que j'aurais une trajectoire comme ça à un moment donné. Ouais. Je pense c'est que impressionnant. je pense peut-être pas en 84 kilos, non, mais 80, à déjà à 100 moi. kilos, je pense que je serais vraiment Cher. ouais, à 100 kilos. Ouais. aiguisé Mais comme un forcément, à un couteau. moment donné, ouais, il va falloir y songer. Ouais, je Ouais. pense qu'il faut parce que si tu performes chez les heavyweight, tu peux forcément performer chez les light Oui, heavyweight. mais c'est sûr. C'est sûr. Et non, mais pour reprendre ce que tu disais, en fait, c'est vrai que je suis pas un poids lourd. Naturellement, je ne suis pas un poids lourd. Donc, après, moi, je suis quelqu'un qui. J'ai toujours été un amoureux de la technique. Ouais. Mais je sais aussi que ce qui peut faire la différence chez les poids lourds, c'est le fait d'être aussi technique. Ouais. De ne pas être que bagarre. Parce que Mhm. les poids lourds. Bah, regarde, quand tu regardes les poids lourds qui ont, on va dire, perduré dans le temps ou qui ont vraiment excellé, c'est des gars qui ont vraiment été techniques. Je pense à Ken Velasquez. Exactement, la même chose. Ouais. Tu vois, et actuellement, je pense à Thomas Spinal ou Mhm. Cyril Gann. Mhm. Ce qui fait leur particularité, c'est que ce sont des gars qui cognent comme tous les poids lourds, mais on les regarde parce qu'ils sont beaux à voir, parce qu'ils boxent bien, parce qu'ils se déplacent bien, et parce que par exemple, un mec comme Thomas Spinal, il a des beaux timings de lutte, C'est vrai. tu vois, comme un lightweight, quoi. Ouais. Donc, Ouais. Et là, tu nous parles de noms, mais toi, tu as pu tourner aussi, de par là où tu t'entraînes, avec des noms. Est-ce que tu peux nous dire un peu les noms avec lesquels tu as entraîné et qui t'a le plus surpris potentiellement? Parce que je sais que Kenzo nous avait ouais. dit qu'il avait tourné, Kenzo Suarez, hein, qui
avec Oui. lequel tu t'as pu t'entraîner. Ouais, c'est mon partenaire d'entraînement. Kenzo, Exactement, il nous a dit que lui, il était choqué par, on va dire, le grip, l'appréhension d'un certain Francis Ngannou, Ouais. ça bougeait pas quand il essayait de retirer ses cuisses. Toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a marqué parce que, et notamment citer les noms, un peu des anecdotes ou autres. Moi, quand je suis arrivé, Francis, il était déjà plus là. Ok. Maintenant, comme je t'ai dit, tu sais, les poids lourds, chaque poids lourd avec qui j'ai tourné, c'est toujours la même chose. Ça tape fort. Ouais. Tu vois, c'est puissant. Mais le gars qui se démarque, c'est Cyril. Parce qu'en fait, sur un round de 5 minutes, bah, le gars, il va se déplacer 5 minutes. C'est-à-dire que lorsque tu vas faire un travail de cadrage, en fait, faut le vivre. Et tu sais, par exemple, la performance qu'il fait face à Spivak, les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a, Spivak? Tu sais, il était crispé. Mais en fait, je vous jure, c'est le fait que Cyril, il se déplace tellement vite. Il a tellement une réactivité. Il a tellement un coup d'œil. Et tu sais, la manière dont il se déplace, en fait, ça fait que tu es tout le temps en train de calculer. C'est-à-dire que quand toi, tu es à l'étape 1, lui, il est déjà à l'étape 3. Il sait ce qu'il va faire. Tu sais, Il a 2 temps d'avance. il a 2 temps d'avance. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a surpris chez lui. Et c'est vraiment sa manière d'être relâché, à changer de niveau, à changer de direction. C'est ça qui m'a. Mais après, sinon, j'ai tourné avec pas mal de poids lourds, je pense, depuis le temps maintenant. Mais j'ai pas vraiment été surpris par. Le seul par gars une qui force te surprenait, non, c'était un 77 kilos qui s'appelait David Bier. David Beer, David Pierre. David Pierre pour les intimes. Jusqu'à présent, David Beer, c'est. Franchement, j'aime beaucoup sa méthodologie. Ouais. Mais pour pas me perdre. Il y a un seul gars qui m'avait surpris pour sa puissance, c'était un lutteur sénégalais, mais je crois que c'était. J'ai oublié son. Il était venu au Factory, on avait tourné ensemble. Ah, il m'avait vraiment surpris, lui, par contre, par sa puissance. Ah, c'était une puissance pure et dure. Mais lui m'avait vraiment surpris, mais vraiment. Mais après, sinon, non, techniquement, c'est Cyril hein, qui se démarque en tout cas de tous ces poids lourds. Ok. Et du coup, là, tu auras prochainement une échéance, justement, dans la Ligue Ares, que C'est ça, ouais. pour qualifier de numéro 1 de par leur activité, les infrastructures, etc., et l'expérience de combat en France, professionnelle. Toi, est-ce que tu peux déjà nous faire un récap un peu de ton expérience que tu as eue à Ares? Comment ça s'est passé tes débuts? Comment tu as abordé l'accueil, etc. Écoute, Ares, j'ai combattu sur le premier événement, qui était le Ares 2 en France, à Marcel Cerdan en 2021. Malheureusement, premier combat pour moi à Ares, je suis défaite. Après, j'ai 2 ans d'absence. 2 ans d'absence. Mon retour, je l'ai fait en 2023, décembre 2023, avec une belle performance. Et du coup, en fait, de base, pour recontextualiser un petit peu la chose, j'étais prévu, je devais combattre au mois de mars à un moment donné. Finalement, ils ne m'ont pas vraiment trouvé d'adversaire. Du moins, ils m'ont trouvé un adversaire, mais il avait un 0, donc ça ne m'intéressait vraiment pas. Après, on m'avait prévu pour le 11 juillet, c'était un Ares Studio. Ouais. Et finalement, on m'a proposé de combattre Boukichu pour le titre. Donc j'ai dit, ok, c'est une bonne opportunité, donc allons-y. C'est incroyable. Là, tu vas faire la ceinture. Ouais. C'est intéressant, c'est un profil intéressant en face de toi. Tu connais, j'imagine, vu que bon, tu suis le MMA français, Ouais. tu as toutes les semaines une page sur Un laquelle show, tu en ouais. parles d'un show, de AB Show. Donc toi, tu penses quoi de ton adversaire? Tu penses que c'est un bon match-up pour toi? Tu penses quoi? C'est justement bien pour faire une ceinture? Écoute, très honnêtement, en fait, Boukichu et moi, on a commencé à peu près, je pense, à la même période. Peut-être qu'il a un tout petit peu plus d'expérience que moi. Bon, enfin, en termes de combat, oui, il a presque le double de mon expérience, mais je parle vraiment du moment où on a commencé. Donc, moi, à l'époque, quand je faisais les contenders et tout, je voyais ce qui se faisait au Lyon FC, là, LFC, le Jean Bagal. Et à ce moment-là, on combattait à peu près à la même période. Donc, en fait, je trouvais qu'il avait un style atypique parce que c'était la première fois, on va dire, que je voyais un grand qui changeait de niveau, tu sais, qui allait lutter. En général, les grands, ils vont boxer, ils vont prendre la distance. Donc, lui, je voyais que c'était un poids lourd qui avait un style différent. Il avait une posture de lutteur. Donc, après, je l'ai rencontré peut-être à 2 reprises. Une fois à l'UFC Paris, on s'était croisés, à l'UFC Paris 1. Et la deuxième fois, c'était l'été dernier quand j'ai été au Boxing Squad. Ils m'ont très bien accueilli d'ailleurs. J'ai tourné avec lui. Aldric m'avait bien accueilli. Donc, c'est un gars qui est expérimenté. Ouais, il est très stratège. Donc, c'est un combat, je pense, qui peut être vendeur parce que c'est deux poids lourds, un choc franco-français. C'est le Boxing Squad contre le MMA Factory. Donc, non, je pense que c'est un beau combat. C'est un beau combat en perspective. Ouais. Combattant qui a de l'expérience en plus. Tu vois, il a affronté Aspinal. Il est expérimenté. Hein, PFL, UAE Warrior, Cage Warriors. Comme tu as dit, il a affronté Aspinal. Octagone. C'est ça, Ares. Et Ares. Et du coup, qui peut prétendre, à part lui et moi,
Alors, la à ceinture combattre pour la d'Arès. ceinture d'Arès actuellement Ouais, en bien France. C'est pas une catégorie qui est fournie. Là, C'est je vrai. veux pas être prétentieux ou autre, hein, mais Ah, très c'est vrai. honnêtement, il est expérimenté. Je suis expérimenté. On a déjà combattu en France plusieurs fois. Donc, je trouve que c'est un bon match-up. T'as pas pensé tant. quoi de son draw avec Raphaël Tronchet? Écoute, ça dépend de quel point, de quel point de vue on voit ça. Parce que Raphaël Tranchet, il arrive avec 0-0. Il affronte un gars qui a 18 comme moi. Il fait une On belle, peut que- belle presta. C'est Moi, incroyable. je pense que c'est une belle prestation. Ouais. Prestation. Ouais. Maintenant, c'était justement à Boukchou de montrer qu'il y a un niveau d'écart entre les deux. Ouais. Après, est-ce que c'est un vol? C'est vrai que la décision, je pense qu'elle aurait dû aller du côté de C'est moi de qui Boukchou. commentais l'événement. Ouais, bah c'est bon, je regardais C'est moi qui commentais direct. l'événement. Et avant que la décision se fasse avec le point en moins, j'avais dit que ça pouvait donner un draw. Ouais, donc en fait, tu sais, je dis pas que c'est un scandale le vol. Mais je dis que c'est explicable. C'est explicable. Après, Enfin, maintenant, la décision est explicable. c'est vrai que la décision, je pense qu'elle doit plus pencher du côté de Boukchou. Mais très honnêtement, si on doit être honnête, détailler la performance, Tronchet, il fait une belle prestation Ouais. pour un gars qui a jamais combattu en MMA. C'est ça, et pour pas, on va dire, tirer sur Boukchou ou autre, justement, les gens ils vont souvent critiquer le fait qu'il y a une grosse différence d'expérience, mais quand tu as quelqu'un qui était connu pour son punch, quelqu'un qui avait un certain pedigree en striking, qui fait la transition, et que tu l'accueilles, tu as une certaine pression parce que tu dois pas Ouais, foirer. il- Tu dois pas il- te faire éteindre Non, par un mais 0-0. Il est costaud en Ouais, plus. bah ouais, tu vas pas te faire éteindre. Ouais, Tronchet, c'est ça. hein, physiquement, c'est un bloc. Hein. C'est ça. Donc je comprends que c'était un peu crispé par moment en fait. Tu vois, c'est un peu ce genre de combat-là, tu sais pas, les deux ils savent pas Oui, vraiment. c'est- Ouais, c'est un peu compliqué. Non, Ouais. mais il y a eu des belles choses de sa part. Hein. Même tu sais, quand il se fait emmener au sol, Oh, il réussit, exactement. tu vois. Ouais, Exactement. il Et, défend c'est- bien. et Ouais, en fait, à cause de la décision, j'ai l'impression que sa performance elle passe un peu sous les radars. Hmm. Ouais. Mais je trouve que c'est une belle C'est une belle performance. presta et on Ouais, reverra de dans sa quelques part, mois. ouais. Là, il s'est fait opérer des croisés. Bon, vu que moi, je le connais personnellement. Il reviendra dans quelques mois et puis on lui passe le bonjour et un bon Un rétablissement. bon rétablissement, Ali. Ouais. Mais du coup, maintenant, je vais poser une question qui est un peu différente, tu vois. On sait que toi et Sofiane, tu vois, vous êtes des combattants d'expérience. On sait qu'il y a l'UFC qui arrive en septembre. Ouais. La catégorie des poids lourds, c'est toujours une catégorie qui intéresse les grosses organisations comme l'UFC. Avoir une ceinture dans une organisation comme Ares en France, qui est une des plus grosses orgas françaises actuellement, qui a subi aussi un remaniement, mais ça, on en Ouais. parle juste après. Est-ce que tu penses que ça peut te permettre de rentrer à l'UFC? Parce que moi, c'est un truc en off où je le dis souvent, je pense que cette ceinture-là de Ares des poids lourds peut te permettre, toi, Bouloc, si tu la gagnes là, sur cette presta du 14 juin, d'accéder à l'UFC en septembre. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que dans ton contrat avec Ares, il y a cette clause? Écoute, très honnêtement, l'UFC, forcément, ça a été c'est toujours mon objectif sur le long terme. Ouais. Maintenant, comme je dis, j'ai 27 ans. La maturité des poids lourds, c'est quoi? 33 ans. Il y a une longévité chez les poids lourds. Donc, je ne suis pas pressé. Hmm. Je reste concentré sur le 14 juin. Et Ouais. que ce soit une ceinture ou pas, il faut faire une belle prestation, il faut faire une belle performance, il faut finir les combats. Donc, moi, je reste concentré sur cet aspect-là. Ok. Tu vois? Maintenant, je pense que oui, c'est envisageable de viser l'UFC en septembre. Mais même si c'est pas en septembre, je suis pas pressé parce qu'une fois arrivé à l'UFC, j'aimerais vraiment moi, m'installer, que ce soit chez les poids lourds ou chez les light heavyweight. Hein. Mais j'aimerais vraiment perdurer et performer et montrer que j'ai ma place parmi les meilleurs. Je vais pas juste y aller pour y aller. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai encore quelques modifications à marge. faire. T'as de l'expérience à prendre, t'as du niveau à Stylistiquement. prendre. Expérience, je pense que je commence à avoir quand même un peu d'expérience. J'ai Ouais. 12-13 combats maintenant. Donc non, je pense qu'il y a encore quelques modifications à faire sur l'aspect technique et tout. Mhm. Et après, ouais, pourquoi pas. Mais comme je dis, on y va étape par étape. Step by Mais step. Ouais. c'est bien sûr que c'est envisageable. C'est juste que je reste concentré sur la performance du 14 juin. Et après, on verra ce qu'il en est par la suite. Mais oui, il faut se mettre des objectifs Élevé, bah oui, élevés. ambition. Ouais, exactement. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce remaniement qu'il y a eu à Ares? On sait qu'il y a de nouveaux investisseurs, qu'il y a eu pas mal de mouvements. Est-ce que toi, ça te perturbe dans ta prépa, ça te perturbe dans le fait de dire j'ai connu Ares avant ce remaniement, maintenant il y a un remaniement. Est-ce qu'il y a des choses qui t'as des questionnements sur la suite ou autre, tu vois? On voit que ça va être une stratégie peut-être différente que ce qu'on a pu voir avant. Toi, t'en penses quoi? Tu vois comment les choses? Bah écoute, non, ça me perturbe pas. Maintenant, je pense que d'un point de vue global, c'est une bonne chose. Parce qu'on sait qu'en fait, on associe Ares à Fernando Lopez parce que ça lui appartenait jusqu'à présent. Ouais.
Malheureusement, il a beaucoup été entaché et, tu sais, avec l'historique avec Doumbé et tout. Donc forcément, ça a un petit peu entaché, j'ai l'impression, Ares à un moment donné. Donc je pense que c'est une bonne chose que ça a été revendu, qu'il y a des nouveaux actionnaires qui vont prendre le devant, d'autres personnes qui vont être mises en avant. Même si c'est vrai que ça va être dommage de ne plus le voir en conférence de presse. C'était un peu marrant de le voir en conférence de presse. Parfait que les journalistes, quand ça, ça clash un petit peu et c'est tout. qu'on a cette petite habitude et tout. Tu vois, Ouais. mais non, je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre, on va dire, à Ares d'avoir un nouveau visage. Maintenant, D'essayer de grandir même. c'est ça, de grandir et de pas être, on va dire, de pas être associé à un club, à un management. Donc je pense que après on verra parce que là ça va être leur premier événement, on va dire, sous un nouvel ère. Ouais. Donc on verra par la suite ce que ça va donner, mais sinon ça me perturbe pas du tout. Moi c'est une bonne chose. Arrête, c'est une belle organisation, qu'on soit spectateur ou insider. On est bien accueilli en tant que combattant, même en tant que journaliste et tout. Ouais. Donc C'est très honnêtement, non, ça me perturbe pas et je pense que c'est une bonne chose. En parlant de la carte du Qatar, justement, est-ce qu'il y a un combat en particulier que toi t'attends, même si tu as y participé? C'était Youssouf Binaté contre Mustafa Aida, mais c'est malheureusement, je l'ai Ça a sauté. appris hier là, que ça a sauté. Pourquoi ça a sauté? Après, Faïda, il est blessé, je crois. tu vois. C'est dommage. Et donc, après, forcément, est-ce qu'il y a un combat que j'attends? Daguerre, Axel Sola. Ouais, forcément, ouais, si j'étais spectateur d'Aguirre Axel Sola, c'est vraiment le Parce que combat tu où. vois, Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, nous, pour la suite, les gars, pour les abonnés ou ceux qui écoutent sur Spotify, on va aborder à un moment donné un sujet qui sera qui pour l'UFC en septembre. Bon, on le dit d'avance, on sortira un truc du genre. Et justement, ce fight-là, moi, je le trouve très, très intéressant parce que justement, Axel Sola et Daguerre, c'est deux profils qui ont leur place potentiellement à l'UFC, qui sont sur cette route pour justement aller chercher leur place à l'UFC, et ils vont s'affronter. Ça veut dire que l'un des deux va avoir un plus long chemin où son rêve va s'arrêter d'un coup, tu vois. Et ce fight-là, il a une importance capitale dans leur carrière, et c'est pour ça que ça m'intéresse pour la suite. Parce que pour la suite, ça va nous amener à un questionnement en septembre. On aura peut-être un nouveau lightweight à l'UFC, un lightweight français à l'UFC, entre ces deux combattants qui ont de l'expérience, qui sont archi bons, dangereux dans la cage. Donc ce fight-là, il m'intéresse archi. C'est intéressant. Ouais. Même, c'est pas. Tu sais, par exemple, Vlad Guiu contre Virgil Hogan, on savait qu'il y avait un avantage du côté, que ce soit expérience ou techniquement, il y avait un avantage du côté de Virgil. Tourpal contre Axel Sola, il y avait un avantage un petit peu quand même du côté d'expérience du côté de Sola. Mais franchement, Axel Sola et Daguerre, c'est vraiment un match-up pour moi de haut niveau. Ouais, c'est un match-up de très haut niveau. Très haut niveau, ouais. Et c'est pour ça que moi aussi, j'invite les gens, ceux qui veulent voir ce genre de match-up, déplacez-vous pour aller le voir. Parce que c'est comme les match-ups qu'on avait pu avoir à l'époque entre, par exemple, Shaban Chebedra et Mansour Barnaoui, ou Mickaël Lebou vs Lapillus. Il y a eu ces fights à l'époque, tu vois. Ouais. C'est des fights de fous qui, par la suite, au final, tu as vu que ces combattants, c'était des combattants d'élite à l'échelle mondiale. Donc, c'est pour ça que je me dis ça peut être très, très intéressant, ce fight, pour la suite. Et moi, j'attends avec impatience ce fight. C'est vraiment le fight qui me hype le plus. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Il est bon le matchmaking à Arès. Hein. On va pas se mentir, même depuis qu'ils ont lancé l'organisation, je trouve qu'ils ont fait des belles confrontations. Ouais. C'était pas extrêmement déséquilibré. Ouais, il y a juste un fight qui me pose pas problème, mais il me laisse. Ça m'intrigue. C'est Title Child contre Jordan Zebo. En termes de catégorie de poids, tu parles? Ouais. Bah écoute, tu le connais bien. Ouais, j'ai tourné, j'ai mappé les gants avec lui en plus. C'est un quel poids lui? De base, il était à 70. De base, il était à 70. Et encore, même, il pouvait descendre à 66. Et là, il prend 77. Moi, ça m'a surpris pareil sur le poids, mais il faut que je lui demande perso. Mais là, il m'a l'air un peu quand même Buffy, tu vois. Il m'a l'air. Jordan, c'est un beau welterweight. Hein. C'est un très beau welterweight. Mais attention à ne pas sous-estimer Title Child. C'est dangereux techniquement, pied-point de fou, donc ouais. Voilà, on va dire que il le disait, Cédric Doumbé, hein, quand il l'a affronté, il a des cuisses il est bien ancré dans le sol. Ah ouais. Il a des bonnes jambes, très bonnes jambes. Après, faut voir ce qui va se passer. Ouais, forcément. On sait que les catégories de poids, c'est fait aussi pour ça. Hein. C'est vrai que moi, en fait, j'ai pas réagi directement en voyant ça, mais c'est vrai qu'après, en prenant du recul, je me suis dit, mais ouais, mais il y a quand même
une différence énorme parce que Jordan, il est lourd. Hein. Il est Hors lourd, catégorie, Jordan, il ça est se voit. buff, il cut Ça se beaucoup. Et bah ouais, c'est vrai que je me suis un petit peu posé la question, mais S'il a pris le combat, c'est vrai qu'il faut. S'il a pris le combat, c'est qu'il voit des failles, Title Shy. Et s'il a pris le combat, Jordan, c'est qu'il a sa stratégie, il sait qu'il va l'appliquer, ça va C'est va ça. passer. Mais en tout cas, je trouve que ce combat-là, il est bénéfique pour l'aide, en tout cas. non, Non, mais il est bénéfique. le Moi, j'ai envie de le voir, du ouais, coup, tu ouais. vois. Ça, Intriguant. c'est qui plus est, ça me laisse en mode, j'aimerais bien voir quand même ce que ça va donner. Gros fight. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Donc, on verra. Il y aura aussi Amin Ayoub. Il y aura la revanche contre Oudela. Et ça, c'est aussi un fight que j'ai envie de voir. En vrai, la carte, elle est folle. Toi, t'es placé comment sur la carte comme un event. Comme main event, Ouh, ouais, c'est sérieux. ceinture de Ares, poids lourd. C'est sérieux. Hein. C'est ça. Ah ouais. C'est ça, ouais. Après, Bonus, on espère. on espère, hein. Tu sais, ces cartes-là, elles sont un peu dures hein, tu sais, pour aller chercher le bonus. Ouais, Quand il y a du monde. Faut miser. C'est pour ça que moi ça m'a arrangé aussi d'être sur un petit arrêt studio. Hein. Ah ouais C'est pour le bonus. Le V9. Bah, bien sûr. Le V9, toujours Mais- le V9. Non, mais tu sais, je voyais la Et story. tu l'avais eu le bonus la dernière fois La dernière fois, je l'ai eu le bonus de soumission. Ah, t'en as fait quoi, tout J'en ai cet fait quoi, argent je l'ai enterré T'es en bled. à Bamako. T'es en bled, je savais. C'est sûr. Ah ouais Mais tu sais, en gros, là, on parle de placement au niveau des cartes. Et en fait, j'ai regardé la story de Jackie Chan. Et je sais qu'il y a eu des proches à lui qui disaient, mais comment ça se fait que Jackie Chan, il est en prélim, il est pas en prélim. Parce Mais que la carte, sincèrement, elle est pleine. j'ai un message à faire passer à tous les combattants. Peu importe où est-ce que vous êtes placé sur la carte, c'est les performances qui vont jouer. Ouais. Que tu sois sur un UFC Apex, que tu sois sur un UFC 300, ok, il y aura une différence sur le public. Mais en réalité, si tu mets un beau KO, si tu fais une belle projection, peu importe ce que tu fais, t'as vu le réel là, qu'ils vont découper, qu'ils vont mettre sur Instagram, il va autant tourner que, tu vois. C'est vrai que j'ai aux combattants de ne pas se prendre la tête. Je sais pas, je suis d'accord, mais pas d'accord. Non, mais je Par peux exemple, comprendre le parfois. KO de Hazel au Bellator, moi je trouve qu'il est sous-coté. Bah, on en l'a fait, pas assez Hazel, il est vu, tu déjà vois. sous-côté lui-même, déjà. Je Ouais, trouve. tu vois, il a un bête de niveau. Déjà, il fait son 6e combat au Bellator là, à Paris. Il fait un truc incroyable. Il knock un gars invaincu. Et je pense qu'il y en a beaucoup à l'international. Ils ne s'attendaient pas à ça. Enfin, à l'international, parce que nous, son truc, on l'a vu travailler. On l'a reçu ici. On savait qu'il voulait mettre nous l'a un KO, annoncé, il hein. nous l'a Ouais, dit. mais c'est que c'est fou parce que je l'ai dit ça aussi. Avec Imad, tu vois, Il y pareil. a un mois, 2 mois, il disait que ouais, j'aimerais bien mettre KO et il me disait que je crois qu'il avait peaufiné l'anglaise. Voilà, Quoi. avec Imad. Et boum, ça rentre. Donc, je pense que le placement. Après, sur une carte française, ce qui est intéressant, c'est que ça touche le public français. Les gens vont regarder de A à Z normalement. Tu viens pas comme dans les gros events, regarder que à partir du main event ou quoi. La carte d'arrêt, c'est à Paris, les gens vont regarder du début à la fin, je pense. Mais après, je pense qu'Azel, c'est un autre problème. Déjà, il y a la communication du Bellator. Et il y a aussi le fait qu'Azel ne soit pas assez médiatisé. Je sais pas si c'est peut-être lui qui joue pas assez des réseaux. Ça va changer. Mais je trouve que Azel, c'est un prospect sur qui il faut compter à l'avenir. Ouais, il est très c'est bien, talentueux, il est très très fort. mais ça va vois. changer tout ça. Bah, j'espère pour lui. Hein. J'espère pour lui. Grosse propagande en vue. Donc, tu sais, je pense que ça, c'est. Je pense que c'est d'autres raisons qui font que il a pas, on va dire, la visibilité. Après, la qu'il faut. carte du Bellator, faut pas se mentir, en termes de niveau, elle était folle. Et je peux comprendre qu'ils mettent Azael sur le bas de la carte, parce que tu as que des mecs après qui ont plus d'expérience que lui à l'international. Mais il faut savoir aussi miser mais sur la nouvelle mais après, génération, par la mais- suite, les gars, restez focus sur Azael. Je pense qu'il y aura bientôt des annonces. Donc voilà. Mais après, c'est peut-être parce que c'était pas son dernier combat dans le contrat. Non, il Ah, reste encore un combat. Ah. Mais là, c'est vrai que c'est bizarre. Là, par contre, Boulak, il soulève un vrai truc. Moi, je trouve que l'organisation, elle mise pas assez sur la starification. Sur la star en devenir des gars. Exactement. Genre, Ça à dépend des profils des gens. Ouais, ça dépend des profils, mais à l'UFC, on le voit beaucoup plus, ça. Le jeune crack qu'on met et qu'on Ouais, vraiment. par exemple, Mhm. comment la il narrative s'appelle, là, le concrète. lutteur, là, Bonical. Voilà, C'est exactement. vrai, Bonical, il est souvent direct en main carte sur des gros trucs. Mm. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un manque on va dire, de recherche en termes de storytelling de l'international vers les Ouais. combattants français. Après, juste pour rectifier une chose, quand je parlais du placement de la carte, forcément à l'international c'est autre chose. Mais Oui, c'est vrai c'est que là actuellement au niveau national, pour niveau moi, national, que tu moi, je sois parle- main carte, que tu sois main carte ou prélim, Ou pour prélim moi ça ou change début de pas. carte, ouais, ça va. Pour moi ça change pas. Il faut Ouais, juste faire Limite, des c'est quoi? C'est performances. mieux d'être dans les débuts. Parce qu'en général, les gens, ils arrivent, ils veulent regarder qui a gagné. Hein. Tu vois directement le highlight du mec qui a gagné, ce qu'il a fait. C'est vrai qu'au niveau national, on va dire, quand c'est en France, Mm. c'est intéressant. Tu t'en Ouais, fous faut pas se de prendre où la t'es tête. placé, c'est vrai, t'as Franchement, raison. faut pas se prendre la tête. Ouais. Donc voilà. Truc qui n'a rien à voir pour toi, c'est qui le visage du MMA français? Visage du MMA français, écoute, catégorie reine.
la personne qui a été au plus haut niveau actuellement, c'est Cyril Gane. Qu'on le veuille ou non, insultez-moi dans les commentaires. Actuellement, c'est Cyril Gane. C'est Cyril Gane, il a pris la ceinture intérimaire. Qui a fait mieux actuellement? Donc en fait, moi je parle en termes de logique sportive. Là, on s'en fout de la hype, de l'attraction médiatique. En termes de performance sportive, qui a ramené l'UFC par 2 fois en France à Bercy en main event? C'est Cyril. Donc en fait, pour moi, il n'y a même pas de question à se poser. Peut-être que Doumbé, ok, il a de l'attraction médiatique, il a une grosse hype, mais c'est autre chose. Tu vois pas. Donc Doumbé, c'est plus pour le côté grande gueule qu'on va regarder, pour le trash talk et tout, mais Cyril, c'est vraiment pour l'aspect sportif, tu vois. Et donc, je pense que c'est ce qui compte. Donc, pour moi, actuellement, c'est Cyril. Et t'as pensé quoi de la polémique qu'on sortait sur lui par rapport au film Par rapport au film, en plus, c'est vrai que... On en a parlé ici à un moment donné, et je sais que dans les commentaires, ça a tiré, parce que je lisais un peu les commentaires. Et je me dis, c'est là où le public français est dur, tu vois. Bah, écoute, je peux comprendre. Tu sais, comme j'en parlais, je sais pas c'est quel footballeur qui disait que quand tu joues pour la France, je crois que c'est Zidane ou Thierry Henry, bah, tu leur appartiens. Je peux comprendre que d'un côté, t'as une fanbase qui le suit pour ce qu'il fait à l'UFC, du fait qu'il transporte la France. Donc forcément, c'est vrai que quand tu... En fait, je pense qu'ils peuvent que s'en vouloir à eux-mêmes de la manière dont ils ont communiqué, dont ils ont créé le personnage Mangamin. C'est un petit peu un personnage un petit peu trop laxisme qui le dit clairement qu'il ne s'entraîne pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'en fait, quand tu performes, on dit que t'as un talent. Un génie. Mais quand tu perds, on dit bah voilà, bah tu t'entraînes pas beaucoup. Ça veut dire que même lorsqu'il affronte John Jones, je crois qu'il y a Daniel Cormier qui l'interviewe, il lui dit ouais, est-ce que tu t'entraînes hors camp d'entraînement? Cyril dit non, pas trop. Daniel, il est un petit peu choqué, il lui dit mais genre t'es un ouf, genre c'est hors training camp que tu évolues, tu vois. Donc en réalité, c'est vrai que parfois on spécule, on dit beaucoup de choses, mais ces choses-là, on les prend d'où? On les prend de leur communication à eux. Quand je dis eux, je parle de la team qui est autour de Cyril Gane. Donc je peux comprendre, on va dire, c'est une certaine fanbase qui est un petit peu déçue. Ouais. Tu sais, du fait qu'il privilégie un film, mais bon, après, c'est toute une autre histoire, parce que je crois qu'il avait déjà signé le contrat. C'est ça, tu peux pas, tu et vois, finalement, tu vas perdre plus d'argent que si tu combattais un UFC ou un event, parce que tu prends des amendes, tu prends des ouais, c'est ça, et en plus, judiciaires, il a ses raisons. Maintenant, j'ai envie de te dire, d'un point de vue personnel, il prend son oseille et, Ouais, moi, tu vois, d'un côté, j'ai envie de te dire, bah, je peux le comprendre, tu vois. Mais aussi, non. en fait, on peut comprendre les deux points de vue. Je pense que c'est normal que ça puisse saouler. Moi, en tant que spectateur, j'aurais bien voulu voir un Cyril Gane contre Thomas Spinal à Manchester ou à l'UFC Paris. Et maintenant, Cyril, il a ses raisons et c'est propre à chacun. Ouais. Après, je pense que la chance qu'il a, c'est qu'il a aussi quand même un peu... Enfin, il a du levier avec l'UFC, parce qu'il y a le marché maintenant en France, c'est le poids lourd star. Ils peuvent pas on va dire, passer sur lui, tu vois. Ils peuvent pas ne pas le calculer, c'est fini. Genre, maintenant, il a créé un levier, donc je pense qu'il peut se permettre ça et quand même revenir, entre guillemets, et être challenger toujours parmi dans le contentieux, on va dire, de la ceinture. Tu vois, je pense que c'est... Voilà, je pense pas que c'est le fait qu'il ait fait ce choix-là en été qui va vraiment enterrer ses chances de ceinture. Je pense pas. Non, bah oui, en plus, il est actuellement dans le top 3. Il fait des belles prestations, donc ils pourront pas s'écarter de lui, l'écarter, l'UFC. C'est impossible. Peut-être qu'ils lui mettront, on va dire, un match-up qui aura pas vraiment de sens. Je sais pas, moi je pense à un top 10 pour l'UFC Paris, mais en réalité, ils pourront pas le... Tu sais, ils pourront pas le mettre... l'écarter, c'est pas possible. En tant que poids lourd, tu penses quoi de John Jones qui est en train de ligoter la catégorie, en train de la keblo John Jones, franchement, c'est... En fait, tu vois, par exemple, le petit clash qu'il a avec Thomas Spinal, je peux le comprendre. Mais d'un côté, je comprends aussi John Jones. Il a lavé l'ancienne génération, la nouvelle génération. En gros, là, il veut combattre pour son héritage. Donc, c'est vrai que, d'un point de vue... Enfin, quand il parle d'affronter Miocic, je me dis, mais non, les gars, tu sais, ça n'a pas de sens. Mais sportivement, ça a un sens. Même si Miocic, il est en fin de carrière, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il n'a pas combattu depuis presque 3 ans maintenant, mais je peux le comprendre. Il a bâti son empire, il a bâti sa légende. Il y a un petit jeune qui n'est pas vraiment, on va dire... Enfin, quand je dis un petit jeune, je parle de Thomas Spinal. Thomas Spinal, actuellement, il n'a rien accompli de grand comparé à John Jones. Donc, il a tout à perdre, John Jones, en affrontant un Spinal. Il est plus au top de sa forme. Donc, il veut faire un match-up qui va encore, on va dire, qui va vraiment bâtir et finaliser sa legacy. Donc, je peux comprendre d'un côté, mais je peux aussi comprendre
Aspinal, qui est un peu le jeune loup et qui veut venir détrôner l'ancien. Ouais, parce que c'est quand même une dinguerie de défendre une ceinture intérimaire quand même. Oui, c'est Une vrai. dinguerie, je trouve ça. C'est vrai. Après, tu vois que là, l'UFC, même Dana White, il est formel là-dessus. Il a dit non, il a dit le combat entre guillemets des anciens, il aura lieu. Et John Jones, je peux le comprendre qu'ils veulent en gros arrêter là-dessus. Mm. Et c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Ça fait. Après, de toute manière, il n'y a pas grand-chose dans la catégorie des poids lourds. Donc, je pense qu'ils peuvent se permettre de faire attendre parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Hein. Tu regardes le top 15, Il le n'y a top pas 10. grand-chose, ils Ça fait t'attendent. 2-3 ans qu'il y a les mêmes têtes. Ils t'attendent, Boulox. Non, mais c'est vrai qu'il y a de la place, c'est lourd. Hein. Enfin, c'est lourd, ça fait partie du jargon. Mais c'est vrai que tu sois dans cette catégorie-là, c'est de bonne augure, moi, je trouve. On va dire, de rester un peu dans cette catégorie-là, notamment en plan de carrière. Tu vois Ouais, pour intégrer un. plan de carrière, je trouve c'est pas mal. Moi, franchement, je veux dire, ce qui me plaît dans ces catégories-là, c'est que quand t'es sérieux, on va dire toute l'année, t'as pas besoin de faire de coaching. Et ça, c'est une bonne chose, ça. T'as vu, quand t'es sur la fatigue, tu peux te lever et aller faire des. Me lance pas, s'il te plaît. Et aller prendre ton petit déjeuner sans souci. Tu veux me lancer? Non, j'ai rien dit. Me lance pas. Parce que c'est incroyable là ce qu'il vient de dire. Il vient de dire que. Attends. Parce que moi je savais pas qu'il y en a qui cut en poids lourd. Moi, je suis débutant. Moi, je suis débutant. J'ai entendu des Danardi qui pesaient je sais pas combien. Tu vois, il y a un gars qui a failli rater la pesée en plus il y a quelques temps. Ouais, ça arrivait un peu. J'ai oublié son nom. Ouais. Est-ce que. Tu pèses combien, Boulox? Non. Il a dit non. Il a pas répondu, il a Non, dit je suis non. pas coaching, moi. À l'époque, j'en avais fait, mais j'en fais plus. Mais non, c'est vrai que je suis obligé de suivre, on va dire, un régime alimentaire avant de combattre pour attendre. Viens, maintenant, on parle entre nous. Viens, parce que là, on est entre nous. Là, viens maintenant. Dis-moi. Quand t'es en camp, je veux que tu me donnes une journée typique d'alimentation. Quand t'es en camp et quand t'es pas en camp. Ça dépend quand en tu te fait fais plaisir. à combien de kilos je vais être. Ouais. Là, par exemple, actuellement, je suis à 124 kilos. 124. Donc, je vais arriver, je pense, aux alentours de 117 kilos, 118 kilos. Ouais. Et en fait, ça va dépendre à combien de temps je suis du combat, en fait. Mais une journée typique, je sais pas, un petit déjeuner basique, pain complet, œuf. Ouais. Je vais à l'entraînement. Normal. Entre deux entraînements, je mange riz, légumes, protéines. Le soir, des fois, à l'approche du combat, je vais réduire les glucides le soir. Mais juste, je vais bien changer en protéines, tu sais, pour pas perdre de masse musculaire. Donc, mais comme je dis, ça va dépendre. Ouais, c'est ça. Et t'as pas de cheat meal? Non. Interdit. Durant le camp d'entraînement, interdit. Puis même, tu te sens mieux, t'as ta meilleure mine et tout. Mais ça, par contre, c'est dur de le garder toute l'année. Hein. Franchement, parce qu'en fait, je me restreins tellement, justement. Je me restreins tellement en camp d'entraînement qu'une fois que tout est passé, t'as l'impression qu'il redescend. Et c'est vrai que des fois, en fait, quand tout est passé, t'as envie de rattraper mais tout ce tu te que t'as venges, en perdu. fait. Moi, tu vois mon feed Instagram, c'est incroyable. Je crois qu'on l'a tous, ça. Ouais, non, c'est Ça, on l'a fou. tous en tu vois, il y a régime. que des cookies, Que des adresses à droite à gauche. Et après, le pire, c'est que t'en enregistres 10 et au final, t'en fais même une ou deux. Ouais, tu le fais, ça te dégoûte. Ouais, mais bon, il va falloir qu'à un moment donné, tu sais, que je songe à stabiliser ça à 110 kilos, un truc comme ça. Il y a des mecs au Factory qui ont des nutritionnistes au niveau ou pas? Si, je pense. Hein. Après, je pense que chacun, on va dire, gère ça de son côté. Ouais. Je pense que ça, ouais, chacun gère ça de son côté. Même au fil des années, tu connais ton corps, tu apprends à descendre facilement. C'est ça. Ouais. Nous, on a eu le meilleur des formateurs. Qui ça? David Pierre. David Pierre, je pensais que t'allais dire Nicolas, vu que t'étais au Factory à l'époque. Non, mais David, c'est Veda qui m'a... Qui t'a mis le pied à l'étrier. Ouais, qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire. Ok, ouais, donc... à l'époque. Tu te souviens quand on criait Rabeb? Ouais, non, c'était pas mal. Hein. Je pense que c'était une belle époque. Non, ouais, en fait, pour info, parce que c'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent, c'est que avec Boulox, on s'est entraîné ensemble combien de temps? 2 ans? 2 ans, je crois. 2 ans ensemble. C'était 2 ans, ouais. Ah, laisse tomber. C'était 2000, infernal, ce type. Non, franchement, c'était une belle période. C'était une période qui était... Vous avez tourné ensemble? Parce que la différence de poids, quand même. Ah non, mais moi, j'ai toujours tourné avec des poids légers. Hein. Nous, on tournait ensemble, on luttait ensemble. Toute ma vie, j'ai tourné avec des poids légers. C'était pas un des meilleurs lutteurs pour toi? Les meilleurs lutteurs marocains.
On il m'appelait comment le Moroccan Wrestler. Mais je te jure, je l'avais trouvé un surnom, un nickname. J'avais dit. Oh là là. Non, mais moi je trouve qu'il est correct. J'avais dit The Moroccan Zombie. Parce que regardez bien, faites un parallèle, il ressemble un peu. C'est vrai, tu à ressembles un Zombie. C'est vrai. Et je l'avais trouvé ce nom-là, mais bon, ça n'a pas trop pris. Ça n'a pas trop pris. Non, moi j'ai toujours tourné avec des poids légers. Et tu sais, les gens ils ont une logique où ils disent ouais, tu dois écraser tous les poids légers. Non, je trouve que tourner avec des bons poids légers, et tu verras que techniquement ils vont être plus relous, même au sol et tout, que des poids lourds. Ah, bien sûr. Donc j'ai toujours été formé avec des poids légers. Franchement, c'est bien ça. Et on se voit, moi, franchement, ta dernière performance, ça m'a impressionné. Est-ce que tu avais cet esprit un peu revanchard de il a tapé mon petit, revengeance de la cité? Non, non, c'est pas pour être égoïste, mais non. Tu sais, il faut savoir. C'est un combat. Comment? Ouais, il faut savoir gérer ses émotions. Ouais. Il faut savoir gérer ses émotions. Malheureusement, c'est vrai que pour Kenzo, ça s'est terminé rapidement. Mais moi, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, il y a un nouveau poids lourd là qui fait sensation. Allez, donnez-le-moi pour mon retour. Pourtant, j'aurais pu chercher un gars. C'est pas non plus The Prospect, Joe Fulton, mais il est quand même, soyons honnêtes, il est bon, il va vite, il a les mains qui partent vite, il est agressif. Mais c'est ce genre de choses-là, moi, qui me donne envie en fait, de me lever le matin, d'aller me surpasser, tu vois. Mais non, j'avais pas ce côté revanchard, pour être honnête. J'avais pas ce côté revanchard, j'étais concentré sur ma performance, sur mon retour. Et voilà. Hein. Et on n'en a pas parlé, mais ton absence, en plus, il y a eu pas mal de fights qui ont été cancel parce que tu devais affronter un gars du Sud et tout. Ouais. Et ça, tu peux en parler au public? Oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de souci. En fait, je devais affronter Mehdi Tir à 2 ou 3 reprises. Ouais, et tu sais, ça a été... En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a eu beaucoup de recherches sur les réseaux, tout ça, de trash talk. Non, c'est pas un problème. Ça, si ça peut faire vendre le combat... En plus, tu sais, moi, je suis bon joueur. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tu sais, le fait de... Il a peur. Tu sais, je trouve que ça, c'est vraiment un manque de professionnalisme de dire il a peur, il annule le combat. Ouais, je pense qu'un combattant... On m'a détecté 9 ou 8 lésions dans l'œil. Genre 5 dans l'œil gauche ou 4 dans l'œil droit. Un truc comme ça, tu sais. Ouais. Et quand je vois ça et que moi, je suis chez l'ophtalmo et que derrière, je vois des gens spéculer ou des proches à lui ou même lui, tu sais, tirer la gueule, je dis, mais les gars, vous êtes ridicules. On combat. Pourquoi est-ce que j'aurais peur d'un gars qui est déjà inconnu au bataillon, qui a 3-4 combats? J'en ai un peu plus que lui sur le papier, donc je suis plus expérimenté. Donc je trouvais ça un petit peu bête de leur part, tu vois. Ce combat-là, en plus, je pense que ça aurait été un bon combat, tu sais, franco-français et tout. Mais c'est juste ce côté-là que j'ai pas aimé. Mais après, le côté, quand ça me trash-talkait sur les réseaux, moi, je repartageais, je lançais aussi des pics. Mais en fait, tu sais, quand moi, je voyais que j'étais chez l'ophtalmo, que je me tapais des séances de laser dans les yeux et tout, et que je voyais leur réaction derrière. Je trouvais ça con. Tu sais, même, il y avait des gars de son équipe, donc je tairais les noms, et ça, j'ai vraiment pas apprécié. Tu sais, ils allaient identifier plusieurs médias dans certaines stories, juste pour que ça relaie et qu'ils disent, ah ben regardez, il a une nouvelle fois abandonné. C'est juste ce truc-là que j'ai pas apprécié. Mais sinon, non, le trash talk et tout, il y a pas de souci là-dessus. Hein. Vous pouvez aller, les gars. Hein. Tout va bien, ça va mieux. Dieu merci, ça va. Les yeux, ça va. De bon augure pour le 14 juin. Mais c'est comme ça, de toute manière. Hein. Vous savez comment ça se passe, les training camps, même si on arrive t'es jamais à 100%. On fait genre, ouais, tout va bien et tout. Mais il y a toujours des petits bobos qui traînent parfois pendant le training camp qui nous gênent. Mais c'est comme ça. Soit t'as eu un mauvais cutting, mais t'as pas bien récupéré, mais tu fais genre, oh, ça va, t'inquiète. Oui, c'est comme ça. Donc, faut faire avec. Non, Dieu merci, ça va aujourd'hui, les yeux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, là? Franchement, écoutez, ce qu'on peut me souhaiter, c'est déjà pas de blessure, même pendant le combat. Ouais. Une belle performance de ma part, une belle prestation, le bonus, une belle victoire et la ceinture autour de... Peut-être pas autour de la taille, mais sur l'épaule. Pourquoi tu penses qu'elle rentre pas? Je crois pas. On va tester ça. Mais non, mais juste qu'on soit préservé des blessures, que ce soit pour moi ou pour Sofiane. C'est important parce que on en des combattants, pas assez, mais... Ouais, franchement, les blessures, ça peut vraiment... changer des vies, ça peut changer des carrières, c'est vrai que c'est vrai. Exactement, et juste pour rebondir ça, la dernière question moi, que j'aimerais te poser avant qu'on clôture, c'est, en parlant de blessures, etc., tu fais un sport qui est compliqué, qui est difficile. Pour toi, c'est full UFC si tu as une opportunité, ou si tu reçois un gros contrat du PFL, pour quel tarot à peu près ça te ferait dévier de cette voie royale? Quelle est la somme, tu dis? Non, je te jure, écoute, je suis pas quelqu'un qui court après l'argent. Ouais, non, parce que... C'est vraiment la passion. Ouais, non, mais quelqu'un, il dit ça. Parce qu'il critique beaucoup les Parnasse. Ouais, mais moi, je vais pas te mentir, je trouve que la passion... regarde, tu critique beaucoup, parce que là, pour parler du cas Parnasse rapidement, en fait, pour faire la comparaison, moi, par exemple, quand j'en parle sur les réseaux ou dans le podcast, c'est pas ces choix que je critique. C'est en fait le fait que... En fait, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est soit tu vas chercher
la notoriété, l'argent d'un côté, soit tu vas chercher la performance sportive et derrière, tu aurais la gloire qui va avec et peut-être pas l'argent. Et là, je pense à l'UFC. Donc en fait, moi, ce que je trouve entre guillemets pas logique, c'est quand je voyais par exemple Hatch qui se plaignait du fait qu'il n'était pas assez médiatisé, mais derrière, je disais que ça, c'était par rapport au choix de carrière qu'il faisait, tu vois. Forcément, demain, tu as un PFL Paris, tu as un UFC Paris, bah, tu sais, il n'y a pas la même hype, il n'y a pas le même nombre de spectateurs qui vont regarder et assister au combat. Donc, en fait, voilà, c'était pour toi, parler de la comparaison. Mais... donc toi, là, pour toi, là, c'est UFC enfin, c'est que UFC. Ouais, c'est l'UFC parce que c'est, tu sais, même en termes de défis sportifs, c'est là où ils sont les meilleurs. Donc, forcément, moi, j'ai toujours, je vais pas dire rêver l'UFC, mais viser l'UFC. Et voilà, PFL ou Bellator, non, c'est pas intéressant. Pour moi, ça, c'est un second choix. Tu sais, mais non, c'est l'UFC avant tout. C'est là-bas qui se passe. Si le KSW te propose un contrat en or pour l'Adidas Arena, tu calcules pas. Écoute, pourquoi pas en one shot, mais ça m'intéresserait pas. Puis même, tu vois bien la gueule des poids lourds au KSW, Ouais. ils sont chargés. Et tu sais, mais par contre, tu sais que je te jure qu'à l'époque, j'avais parlé avec l'un des gars de Monstre Bernabéu en 2016. Et Ouais. tu sais, avant de signer à l'ARES, avant tout ça, moi j'ai toujours apprécié les orgas des pays de l'Est. Hein. Le Fight Night Global, le M1, j'ai toujours apprécié, même le Mais au moins, KSW. c'était Hein. quelque chose. Hein. Ouais, non, j'ai toujours apprécié. Donc, si j'avais pu, entre guillemets, aller faire un petit détour là-bas, ça m'aurait pas dérangé. Et même là, c'est la CA et tout, tu vois, même si c'était gars quand même tout chargé, tu vois. Mais j'ai toujours apprécié, moi, les combattants des pays de l'Est. Maintenant, quand tu es à la recherche de haute performance et que tu dis que tu veux être le meilleur, je comprends. il faut aller à l'UFC. Ouais, parce que moi, moi, je suis personne, hein, je suis pas un manager, rien du tout, je suis juste un fan, voilà, un passionné. Mais t'es jeune, comme tu dis, pour un poids lourd, t'es jeune. Donc, je pense pas qu'il faut que tu te fermes la porte potentiellement, même pour un one-shot, j'ai envie de te dire. Alors, si t'as un one-shot, je sais pas. Ou au KSW, par Non, exemple ouais, je sais pas. Imagine, on te propose un beau cachet. Je sais pas ça représente quoi un beau cachet. On te présente un beau cachet pour un one-shot à Paris, je pense que tu devrais le prendre. Oui, non, pourquoi pas. Après, comme je t'ai dit, c'est pas dans mes... Toi, c'est l'UFC. Ouais, non, je comprends. T'as encore combien de combats, Arès ? Je crois que je suis 4 ou 5 combats. Mais comme je t'ai dit, De toute façon, t'as qu'une clause pour l'UFC. ouais, forcément, il y a la clause UFC, mais c'est pas. Le problème Regarde, réglé. Non, mais même si demain j'étais j'étais agent libre. En gros, je pense qu'il faut entre guillemets faire des choix stratégiques. Ouais. Si je combats au KSW, est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre, on va dire, de signer à l'UFC derrière ou pas? Est-ce que ça va augmenter ta valeur Tu vois, marchande ou pas? C'est ça en fait. Donc je pense que le KSW, le RS, tu sais, c'est à peu près comme c'est comme le Cage Cage Warriors Warrior, en fait. ouais. Une fois que tu es là-bas, normalement, si tu fais les choses bien, c'est des tremplins qui te ramènent à Si tu prends la l'UFC. ceinture, que tu la prends la défends, ceinture, tu vois. ça Donc peut normalement, ouais. actuellement, je pense que je suis au stade de ma carrière où il faut faire des combats, je dirais des choix stratégiques, dans le sens où bah, là, je suis à 12-13 combats. Je pense que j'en ai pas encore 10 à faire avant d'aller à l'UFC, mais maintenant il faut rester concentré sur la performance du 14 juin. Faire des victoires, des finishes. Faire des finishes surtout, ouais, parce que je voyais. C'est ce qui a changé pour Morgan, tu sais, sur ses 3 derniers fights avant de signer à l'UFC. Ouais. C'était, on lui disait d'aller. Et c'était, je crois, le gars du Cage Warrior, c'était Graham qui lui disait de chercher du finish. C'est ça. Donc, non, je dirais pas non, mais. Ok, j'ai capté. Quand tu veux être à la recherche de la haute performance et faire partie des meilleurs, c'est l'UFC. Après, pour toi, tu as une catégorie où ce qui est plus intéressant, on va pas se mentir, chez les heavyweight, le Graal, c'est l'UFC. Ouais, pour d'autres catégories, c'est pas la même chose. C'est pour les petites catégories, c'est plus le One, c'est plus. L'UFC. Pour les poids lourds, le mieux, c'est l'UFC en vrai de vrai. Bien sûr, non, après, toi, tu as ta vision. C'est vrai que tu as une vision là-dessus, mais moi, je comprends Saladin Parnasse. Ah non, en fait, je te jure, moi, écoute, Saladin Parnasse, quand je le vois faire sa lifestyle, je suis content pour lui. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, quand son équipe et lui disent qu'ils veulent être les numéros 1, ben forcément, je pense qu'à ce moment-là, il faut aller à l'UFC. Maintenant, si, comme il le dit, lui, c'est la moule au rien. Donc, je le comprends. Tu vois, c'est comme tout à l'heure quand on parlait du cas de Cyril, ils ont leur raison. Et il l'a dit la dernière fois, hein, il a dit qu'il a une fille à nourrir, qu'il veut la mettre dans une école privée, donc c'est très respectable. Mais maintenant, malheureusement, c'est soit tu cherches à être numéro 1, tu vas à l'UFC, soit tu dis, ok, bah moi je prends mon argent et tu vas au PFL, mais je pense qu'on ne te considérera jamais comme le numéro 1,
Tant que t'es pas allé taper les Max Holloway ou t'es pas allé taper les Volkanovski. En fait, c'est factuel parce qu'il y a des gens qui vont critiquer là en commentaire. C'est factuel parce que quand tu regardes les classements Fight Matrix, après, je sais pas c'est quoi la référence, c'est Fight Matrix C'est hein, ça, MMA. ouais, c'est Fight Matrix. Et en général, dans les 10 numéros un, c'est premiers, t'as que des gars de l'UFC. Voilà. Donc c'est ça en Donc, fait. c'est réglé, Donc, je pense. mais c'est tout à son honneur. Voilà. Mais c'est vrai que, bon, de toute façon, moi, ça là, je trouve, j'ai toujours eu le même avis là-dessus, mais je ne vais pas relancer un débat. Pour moi, c'est l'un des c'est l'élite, donc c'est quand tu voudras. Mais voilà. Mais du coup, pour le clôturer, moi, la dernière question que je te poserai, et je m'arrête là, c'est qui ton combattant ou combattante favori en MMA? Ken Velasquez. Ken Velasquez Prime, c'est un style qui perdure dans le temps. Et si tu le mettais aujourd'hui dans la cage à son prime, tu verras qu'il y a... champion, je pense. Ouais, je pense qu'il y a moyen, ouais. C'est vrai que c'est solide. Ken Velasquez complet dans tous les domaines et très beau à voir. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, chef? Écoute, The Real Bullock sur Instagram, Twitter, je suis pas trop actif, je regarde ce qui se passe. C'est l'anarchie là-dessus. Et voilà. Hein. YouTube, Zaï Bichot. Grosse émission. Il n'y a pas de concurrence, les gars. Non, franchement, non, j'aime bien le média The Gotema Boxing. Tu sais, c'est un média qu'on ne peut pas l'associer à une équipe ou un management ou autre. Donc, c'est neutre. C'est important. Non, mais c'est réel. Merci. Même si j'ai déjà bossé avec toi, mais... Je sais pas de quoi tu parles. Non, donc, on dirait pas avec qui t'as fait le premier Bichot. Merci à vous. Merci en tout cas à toi, Merci les à gars. vous, les gars. Commentez, supportez, abonnez-vous à son compte Insta, Bichot. Partagez un maximum. C'est important de soutenir l'écosystème du MMA français. Comme vous le voyez, pas de vampirisme ou je ne sais quoi. Ça se tire vers le haut et on est tous ensemble pour de vrai, nous. Pour de vrai. On fait pas ça pour l'argent, on est passionnés. Un peu pour l'argent, mais on est passionné. On aime bien la moula. Un peu la moula, mais on est passionné quand même. Sur ce, je pense qu'on va dire le mot de la fin. Plus rien à rajouter. Non, les gars, merci. Hein. Salut, merci à vous les gars. Peace, les gars. Way to go!